30 juin, Vénérable Pierre Toussaint, 1766-1853. Donc c'est une destinée absolument incroyable de ce cher Pierre Toussaint, qui est né à Saint-Domingue, qui est devenu plus tard Haïti, hein, avant ça s'appelait Saint-Domingue, qui était esclave. Alors lui, il travaillait pas dans les plantations, c'était un esclave domestique au service de monsieur et madame Bérard. En tant que tel, ça lui a permis d'avoir accès à la bibliothèque et d'avoir plein de livres en français finalement, il s'est cultivé lui-même en fait, hein. Et comme il y avait beaucoup de livres religieux dans cette bibliothèque, il est devenu tout à fait croyant. Donc déjà, c'est déjà assez particulier comme trajectoire. En fait, en 1787, il y a des troubles révolutionnaires à Saint-Domingue et son maître s'enfuit avec toute sa famille, son esclave Pierre Toussaint et sa sœur Rosalie, à New York, en fait, pour échapper aux persécutions qui y avait contre les planteurs coloniaux. Que fait Pierre Toussaint en arrivant à New York? Il décide, et ça je trouve ça assez croustillant, il décide de devenir quoi? Il décide de devenir coiffeur. Coiffeur, puisque c'était l'un des rares emplois qui étaient ouverts aux Noirs à l'époque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire coiffeur? C'est pas une petite coupe vite fait, machin, mais c'est coiffeur. On est à la fin du XVIIIe siècle. Donc, il faut imaginer des trucs à la Marie-Antoinette, hein. Vous voyez l'espèce de trucs à mettre des petits rubans, des trucs. C'est absolument démentiel, effectivement, les coiffures que la haute société demande à Pierre. Et j'ai dit oui, la haute société, parce que très rapidement, il fait fortune en fait. Il fait fortune parce que c'est le meilleur coiffeur. Voilà, Pierre Toussaint est le meilleur coiffeur de New York. Voilà, et donc tout le monde se l'arrache. Donc il doit aller effectivement de maison en maison de la haute société à pied, puisqu'évidemment les transports en commun à l'époque sont interdits aux Noirs. Et ça devient un expert, voilà. Et il bosse parfois 16 heures par jour. Et ce qui se passe, c'est que son maître meurt, perd sa plantation, sa maîtresse tombe dans la pauvreté, et lui, il a les moyens de s'affranchir, mais il préfère s'occuper d'elle pour éviter qu'elle devienne clocharde en fait, hein, SDF qui dégringole tout en bas et qui se retrouve sans maison, sans rien. Donc du coup il y a ce truc qui est assez étrange, c'est-à-dire que il est toujours son esclave un peu officiel, mais c'est lui qui est plus puissant d'une certaine manière que sa maîtresse, mais il choisit en fait d'aider sa maîtresse, sinon elle finit à la rue. C'est intéressant comme mouvement, hein. Bon, sa maîtresse, Madame Bérard, finit quand même par mourir à 32 ans. En 1807, du coup, il achète... son beau... Enfin, le nouveau mari de Madame Bérard signe son émancipation. Et il peut avoir un nom de famille, et il choisit évidemment Toussaint. Parce que depuis le début, je disais Pierre Toussaint, mais en fait, il s'appelait Pierre. Mais en fait, il choisit Toussaint comme nom de famille en honneur à Toussaint Louverture, le héros effectivement de la libération des esclaves en Haïti. Il achète la liberté de sa sœur Rosalie et la liberté de la femme qu'il aime. Et du coup, ils ont une vie très dévote. Tous les jours, la messe à 6 heures du matin. Ça, c'est... voilà. Il adopte la nièce... il adopte sa nièce, puisque... sa nièce Euphémia, il aide les esclaves affranchis et en fuite. En fait, pourquoi il adopte sa nièce? C'est parce qu'effectivement, sa sœur était morte, donc du coup, il adopte sa nièce. Il aide les esclaves affranchis et en fuite de Saint-Domingue. Comme ils parlent créole, etc., ils peuvent se comprendre. Et, il les aide à trouver du travail. Il a beaucoup de connexions dans la haute société, partout. C'est quelqu'un qui devient un peu le confident de l'élite, d'une certaine manière. Il n'hésite pas à parler de foi pendant qu'il met ses petits rubans, ce qui est quelque chose d'assez intéressant, puisque c'était les niveaux de l'élite new-yorkaise de l'époque était assez anticléricale. Et les gens l'appellent notre Saint-Pierre, voilà, notre Saint-Pierre, voilà. Et ça s'arrête pas là, puisque lui et sa femme deviennent des philanthropes.
c'est-à-dire qu'ils vont aider au maximum, déjà qu'avant il aidait les esclaves en fuite de Saint-Domingue, il va vraiment avoir une activité de philanthrope intense. Il va faire une banque déjà pour les migrants, pour éviter qu'ils se retrouvent sans un sou. Il franchit les barrières et les barricades en temps d'épidémie pour aller soigner les malades, lui et sa femme. Il fait des visites en prison. Ils érigent des écoles catholiques, la première école catholique pour les enfants noirs en Amérique. Ils dirigent des églises aussi à Baltimore pour les Sœurs Oblates de la Providence, qui est le premier ordre de religieuses noires aux États-Unis. Ils cofondent un orphelinat avec Madame Elizabeth Ann Seton, qui est la première américaine béatifiée. Ils participent énormément à l'érection de la cathédrale Saint-Patrick de la 5e avenue. Ils adoptent beaucoup d'enfants noirs orphelins et ils créent une école chez eux. Donc ils sont, je dis ils sont puisqu'il y a aussi sa femme, ils sont ultra actifs sur le front de l'aide et au service en fait des autres, quels qu'ils soient, au service de l'humanité finalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est dans un contexte ultra ségrégationniste, évidemment. Il y a l'huissier de la cathédrale de Saint-Patrick qui lui dit « Ouais, mais il y a un noir ici, c'est pas possible, machin truc », alors que Pierre Toussaint a été un des contributeurs financier énorme pour construire cette église. Hein. Mais voilà, même si en 1827, c'est la fin de l'esclavage à New York, Pierre Toussaint, il voit bien qu'il y a toujours d'énormes discriminations. Et il a dit, je suis un catholique, je reçois l'Eucharistie, je reçois le Seigneur, je n'ai d'aigreur, d'amertume envers personne. Je reconnais ce qui m'a été fait. Je reconnais la manière dont je suis traité ici. Mais cela ne suffit pas à me rendre amer ou aigri, pas plus que cela a rendu amer le Christ sur la croix. C'est le Christ qui a dit « Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il meurt à 87 ans, 2 ans après sa femme. Il voulait pas prendre sa retraite parce qu'il disait « Si je prends ma retraite de coiffeur, là, j'aurai plus d'argent à donner aux pauvres ». Voilà, et il finit par être enterré sous l'autel dans la crypte de Saint-Patrick, le seul laïc de Saint-Patrick. Et la commission pour la justice interraciale, effectivement, met en avant son dossier pour qu'il soit canonisé. Alors, il est déclaré vénérable. Pour qu'il soit saint, il faut qu'il y ait un miracle. Et apparemment, le Vatican a un petit miracle sous la main. et ils observent un petit peu. Et voilà, et c'est en cours d'examen. Mais voilà, donc c'est... moi, je suis très content, en fait, de rencontrer ce genre de personnes, de saints. C'est aussi le but de cette chaîne. C'est-à-dire que c'est pas le saint principal du jour. Le saint principal du jour, c'était Saint Martial, c'est ça, qui était un évêque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les autres vies, effectivement, des saints et des vénérables beaucoup moins connus, et qui ont pourtant une vie incroyable. Le coiffeur de star, philanthrope, ancien esclave, c'est fabuleux. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est une figure qui est très touchante, hyper intéressante, et qui a compris, je pense, l'essence du christianisme. Saint Pierre Toussaint, priez pour nous. Saint Pierre Toussaint, apprenez-nous à vous aimer. Merci.